Salut sportifs à toutes et à tous, nous sommes bien au rendez-vous pour parler sport sur notre chaîne SOS Docteur TV. Nous parlons de 3 thématiques en ce jour. Nous évoquons déjà l'annonce officielle de la création de la Ligue professionnelle de football, annonce faite par la Fédération togolaise de la discipline. C'était bien sûr il y a quelques heures, bien sûr, à Lomé. Nous évoquons également la D1 nationale de football avec la 10e journée et des matchs très intéressants qui nous attendent ici, surtout, oui, le déplacement, sinon le match à domicile plutôt de l'AICK face à l'AC Barracuda. C'est déjà en avancée ce samedi. On en parle dans la seconde partie de l'émission, la 3e et la dernière, dévolue à la CAN qui se déroule au Maroc avec le Sénégal et le Maroc déjà qualifiés pour les demi-finales de la compétition. Les autres quarts sont à suivre cet après-midi. On va en parler toujours dans cette émission avec nos experts déjà bien présents. On retourne à la régie pour le Jingle Actu National et on se retrouve pour justement présenter nos invités et déballer le débat. Nous parlons bien sûr de l'actu au plan national. Il s'agit bien de la création de la Ligue professionnelle de football. Mais avant, on prend le temps et le soin bien sûr de présenter nos invités aujourd'hui. David Oulouni, il est bien présent dans nos murs. David, encore une fois, bonjour et merci d'être présent à nos côtés. Bonjour Angelo, bonjour aux téléspectateurs. Comment portez-vous? Je me porte très bien. On n'a pas eu le temps de se voir en début d'année. Vraiment? Tout va bien? Ça va. Vous êtes rentré dans l'année avec le sourire et l'espérance. Très bien. Merci d'être présent. Charles Danesto est avec nous. Bonjour Charles. Oui, bonjour Angelo. Comment portez-vous? C'est la bonne forme. N'est-ce pas? Bonne santé. La bonne santé. Et merci encore d'être à nos côtés pour parler des sujets liés bien sûr au sport national et international. Messieurs, on s'intéresse à cette info. Charles, vous avez sûrement eu vent, même eu écho de cette annonce, la Ligue de football professionnel du Togo. Voilà comment ça va s'appeler. La Ligue de football professionnel du Togo, annoncée par la Fédération togolaise de football. Il y a eu déjà en amont des travaux qui ont été faits sous la direction de Madame le ministre à l'époque, je parle du docteur Lili Bessikama, avec les prémices qui étaient mises sur la table. Et là, cette fois-ci, c'est la FTF qui annonce clairement les choses. Comment vous accueillez justement, vous interprétez cette information? Non, mais je pense que, en tout cas pour tout amoureux du football togolais, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on estime d'abord que c'est parce que le football togolais n'est pas professionnalisé, c'est pourquoi on accuse du retard en termes d'effectifs de joueurs, parce que les talents y sont, mais derrière il y a du travail qui manque, et que l'on estime qu'à travers l'organisation de la Ligue professionnelle de football du Togo, on va réorganiser les choses. On espère bien, mais bon, je pense que on a encore du pain sur la planche, parce que quand vous voyez comment d'autres nations sont rentrées dans cette professionnalisation par rapport à ce que nous on est en train de faire, je pense que on a quelques doutes, quelques inquiétudes. D'abord, la création de cette ligue professionnelle, pour moi, ça pose un problème, parce que pour cette rencontre de la fédération, on a parler d'abord d'une rencontre stratégique, et après cette rencontre devient une assemblée générale extraordinaire. Pour moi, ça me pose un problème. Est-ce que pour cette rencontre, on avait tous les acteurs? Quand je dis tous les acteurs, il y avait également les ligues régionales qui faisaient partie comment dit-on, de l'Assemblée générale, qui n'était pas invité à cette rencontre. C'est vrai qu'on avait plus en vue des présidents de clubs de D1 et de D2. Parce qu'on se dit que c'est eux qui sont concernés, mais quand même, je pense que les autres aussi ont leur avis à donner. Maintenant, est-ce qu'à travers cette Assemblée générale extraordinaire, c'est l'Assemblée générale extraordinaire constitutive aussi pour la Ligue professionnelle? Non, pas encore. C'est juste pour l'annonce. Puisqu'après, il y aura bien sûr, comme vous le dites si bien, une assise, une AG, avec justement, pour constituer effectivement justement la création de la Ligue. Voilà, ce sont des éléments qui manquaient. Même au niveau des dirigeants de clubs de D1, D2, beaucoup pensaient que c'était l'Assemblée générale extraordinaire, constitutive de la Ligue. D'accord. Ce sont des éléments à relever. Et maintenant, je pense que derrière aussi cette création,
il se pose toujours le problème d'infrastructure. Vous pensez qu'il y a un gros chantier? Non, ben, il y a un gros chantier, mais je pense, à mon avis, qu'on est en train de forcer les choses. Au lieu qu'on aille pas à pas, peut-être donner 2 ans hein, aux équipes hein, actuelles de se conformer en société sportive et que d'ici ces 2 ans-là, que le comité de mise en place pour la professionnalisation du football fasse également un travail et laisse la main à une ligue avec un bureau directoire proprement voilà, j'aurais souhaité que ça soit comme cela. Parce qu'à ce jour, c'est qu'on est vraiment très habitué à nos vieilles habitudes où l'équipe repose sur une seule personne. Maintenant, on parle de société sportive. Société sportive, est-ce que les gens maîtrisent le fonctionnement d'une société sportive? C'est bien vrai que... Vous n'êtes pas sûr? Non, moi je ne suis pas sûr parce que c'est vrai qu'à la tête de certaines structures hein, du pays, on retrouve déjà certains présidents de clubs qui savent comment ça fonctionne. Maintenant, pour d'autres qui sont dans l'entrepreneuriat, ben, la société sportive, c'est autre chose. Hein. C'est lourd. Hein? Il y a le conseil d'administration qui impose ses objectifs à la direction et lorsque vous n'arrivez pas à atteindre ces objectifs, on vous saute, comme on saute également les entraîneurs. Donc je dis que c'est toute une école. Mais pour moi, je pense qu'on est en train de sauter des étapes, alors qu'on aille pas à pas en se donnant 2 ans hein, pour faire les choses petit à petit. On est en train de forcer un peu les choses. On risque d'avoir des problèmes. On espère que, en tout cas, la mise en place de cette commission à venir aura à prendre justement à cœur tout ce que vous donnez comme préoccupation pour respecter justement les différentes étapes. Cette annonce-là, de votre côté, David, qu'est-ce que vous ressentez là-dessus? Vraiment, moi, je tiens à féliciter ceux qui ont pensé à ça. Parce que d'abord, il va falloir réellement qu'on puisse avancer. Et aujourd'hui, notre football est en retard, comme on le dit souvent. Et pertinemment, nous savons qu'il va falloir vraiment qu'on touche du doigt quelque chose. Aujourd'hui, ils ont eu le courage, je dirais, de mettre en place une ligue pour développer le football. C'est bien, ils sont tous à féliciter. Mais le bémol, c'est que le Togolais, on se connaît pertinemment, on sait pertinemment ce qu'on vaut et il ne faut pas que, à la longue, les gens puissent se mettre encore les bâtons dans les roues. Vous faites allusion à des scènes d'hypocrisie, exactement. Non plus. Ils sont ensemble, certes, mais ils ne s'aiment pas et ils ne veulent pas que ça marche. Si aujourd'hui c'est... ça va arranger certaines personnes. Wilson Baou qui est à la tête et qu'il y a d'autres derrière. Comme c'est lui qui est à la tête, je ne l'aime pas, je ne veux pas que ça marche, je veux commencer par le mettre d'un bâton dans le roue. Il va falloir qu'on puisse s'entendre ensemble, qu'on puisse construire ensemble le football togolais et à la longue, construire des infrastructures. Professionnaliser réellement, professionnaliser réellement le football comme on prétend l'entendre. Mais aujourd'hui, pour le moment, il va falloir qu'on aille doucement. Il ne faut pas qu'on puisse mettre la charrue devant les bœufs et à la fin tomber pour avoir des sanctions après de la FIFA. De la FIFA. En tout cas, on rappelle que pour l'instant, ce ne sont que des prémices. Hein. Il y aura bien sûr des séries de réunions, de prise justement d'avis de gauche à droite, puisque oui, on parlait tout à l'heure de Wilson Baoun Tété, qui est annoncé comme président. Mais comme vous parlez tout à l'heure d'étapes à respecter. C'est déjà dit que la saison prochaine, on rentre dans la professionnalisation. En septembre 2026. Septembre 2026, c'est dans 8 mois. Donc ça veut dire qu'avant septembre, il y aura des choses à clarifier. Oui, ben, est-ce que avec tout ce qu'on a comme problème, est-ce qu'on pourra arriver à clarifier tout ça? Vous doutez toujours? Moi, je doute. Vous savez, quand on parle de professionnalisation, c'est pas qu'un mot. C'est tout un ensemble. Tout d'abord, en parlant de clubs, est-ce que nos clubs même, est-ce qu'ils sont prêts à se professionnaliser? Et ils comprennent ce qu'il y a dans le contenu de la professionnalisation. Voilà, ça, parce que déjà, quand vous avez une équipe professionnelle, vous avez une équipe professionnelle qui est l'équipe A, vous avez une équipe réserve. Réserve, bien sûr. Obligatoirement. Qui est dans l'amateur. Vous avez une équipe de jeunes qui est une obligation. Et puis vous avez une équipe féminine. Féminine, absolument. Ben, les gens n'arrivent pas à s'en sortir avec la seule équipe A. Et on leur impose maintenant d'avoir 4 autres. Mais justement, Charles, pour ne pas trop traîner sur le débat, à un moment donné, soit vous respectez les conditions, soit vous ne l'avez pas. Ben, vous savez, et David a parlé tout à l'heure d'hypocrisie. Vous savez, il y en a qui ne seront pas en mesure de le faire. D'accord. Mais ils vont être pressentis pour jouer la Ligue 1, comme cela se doit. Et vous ne réussissez pas les conditions, mais vous les jouez. Parce qu'on vous dira que le club a un nom. Le club a un passé. Alors que dans ce qu'on est en train de rentrer... Il y a des critères. Il y a des critères. Il y a des exigences. Exactement. Par exemple, le contrat de l'entraîneur. Le contrat des joueurs.
le retard dans le paiement de salaire des entraîneurs, des joueurs. Oui. C'est-à-dire que ça ne se règle plus. Lorsque vous avez du retard, ça ne se règle plus au niveau de la FTF. C'est-à-dire que le club ou bien le joueur, il est habilité à saisir la FIFA. Absolument. Dans la mesure où il n'a pas d'arriéré. Pour rentrer dans ses droits. Dans ses droits. Et là, parfois, on impose même des sanctions dans le recrutement du club. Donc, c'est-à-dire qu'on va sur un terrain où, moi je dis, soit on veut vraiment aller, c'est possible, avec Maître Huisson Baron, avec des personnes ressources, mais qu'on aille chercher aussi d'autres personnes ressources externes, c'est-à-dire même à l'extérieur du pays. C'est ce qui est suggéré dans le couloir. Voilà, des experts qui peuvent apporter beaucoup plus de lumière. Voilà, qui puissent aider ce groupe-là à avancer jusqu'à la mise en place du comité directoire, comme cela se doit. Sinon, on risque d'avoir le même problème comme le Gabon. Le Gabon a commencé quelque chose. C'est pas un bon exemple. C'était applaudi, mais après, par après, ils n'ont pas pu. Les milliards engloutis n'ont rien donné. On a construit des stades dans des champs. Aujourd'hui, ce sont de l'argent jeté par la fenêtre. Donc, je pense qu'il est très important qu'on aille étape par étape. C'est vrai, aujourd'hui, il y a la mise en place du comité directoire provisoire. Qu'on commence quelque chose, même au niveau des infrastructures, c'est vrai qu'on n'en a pas. Mais qu'on soit un peu regardant pour qu'on ait au moins le minimum. Ça, c'est très important. Le minimum. Maintenant, pour les clubs, je pense aussi qu'il faut être exigeant. C'est-à-dire que si c'est 10 qui sont prêts, on n'a qu'à commencer avec les 10. Et au fur et à mesure, quand d'autres seront prêts, ils vont s'ajouter. Je pense que c'est très important pour qu'on fasse quelque chose qui soit à l'instar de la Côte d'Ivoire, du Ghana à côté ici. Bon, le Bénin est toujours sur la voie, ce n'est pas encore fini. Mais je pense que ce sont deux bons exemples qu'on peut suivre pour qu'on puisse bien parler du Togo, qu'on ne commence pas quelque chose et puis par après, qu'il y ait de petits problèmes. En tout cas, on espère, on croise les doigts, bien sûr, pour les différents acteurs dont on parlait tout à l'heure, que ce soit Maître Tete, Wilson Baoun et puis tous ceux qui vont l'accompagner, de pouvoir faire les choses dans les règles de l'art pour que justement cette professionnalisation que l'on clame tant, puisse avoir vraiment sa forme dans le fond et bien sûr dans la faisabilité. On termine, mais on rappelle qu'on suivra ce dossier de très très près. Et quand il s'agira justement d'en parler, on sera là toujours pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs et de nos internautes. Mais si on va continuer nos discussions, on va parler désormais de la DE Lonato avec bien sûr le 10e acte du championnat. Pour cette 10e journée, il y a quand même des affiches intéressantes, des rencontres avec beaucoup d'enjeux à tous les niveaux. On commence déjà avec ce match prévu ce samedi à partir de 15 h entre l'ASCK et l'AC Barracuda. Voilà une équipe de l'AC Barracuda qui est en déplacement chez l'ASCK, Charles d'Ernesto. L'ASCK qui a envie de continuer sa marche vers l'avant et surtout de ne pas trébucher après la défaite face à Espoir FC Dijon il y a quelques journées. Oui, ce qui est intéressant, c'est que désormais, le championnat est ouvert, si on peut le dire ainsi. Parce qu'il n'y a plus de club qui n'a pas été battu. Tous les clubs au moins ont eu une défaite. Ça, c'est intéressant. Maintenant, AC Barracuda, qu'on croyait vraiment comme un club rock, a eu 2 défaites de suite. Maintenant, un déplacement à Welu. Je pense qu'il faut toujours s'attendre à des surprises. Des surprises dans la mesure où, c'est vrai, AC Barracuda est en train de relever un tout petit peu la tête. AS Bourlesso en a fait les frais lors de la 9e journée. C'est déjà bien, c'est-à-dire qu'on a un bon moral pour pouvoir faire le voyage. Une forme de caractère, ils ont du caractère ces joueurs-là? Oui, ils ont du caractère, c'est-à-dire que les 2 défaites, en quelque sorte, ont permis à l'équipe de revenir sur terre. Parce qu'à un moment donné, c'est-à-dire que le staff voyait venir les choses. Mais au niveau des joueurs, on se dit, OK, nous sommes les meilleurs. Donc, je pense que 2 défaites de suite, ça a permis de revenir sur terre et de repartir sur de bonnes bases. Déjà, la victoire face à l'AS Bourlesso la fois dernière était une très belle victoire. C'est pourquoi je dis que cette victoire-là permet à l'équipe de voyager sereinement. Maintenant, on se dit, Welu n'est pas cette demeure-là qui est invincible. Il y a la saison passée, il y a déjà Espoir qui est passé par là. Donc, dans la tête de ces joueurs, ils vont se dire, OK, nous aussi, nous pouvons aller créer les... Oui, on est capable d'aller faire quelque chose. Maintenant, aux joueurs d'ASK d'être sereins,
Parce que déjà à l'extérieur, il y avait une défaite, une victoire écrasante, 4-1 face à Semassi de Sokolé. Tout le monde est serein. Je pense que ça part 50-50 pour les deux équipes. Le plus adroit aura à remporter cette victoire. David, vous voyez comment cette confrontation entre les chauffeurs et le poisson carnivore? Ça sera un match plaisant où tout le monde est invité à suivre. Aujourd'hui, on connaît pratiquement AS Barracuda avec cette défense qui laisse rien passer. Malgré si à quelques journées, ils ont essayé d'encaisser des buts inacceptables. Mais aujourd'hui, on a vu qu'ils se sont réveillés et aujourd'hui, la SK doit se méfier. Sinon, même s'ils sont chez eux, sur le terrain de Welu, attention, il va falloir vraiment se méfier de cette équipe de AS Barracuda. Eux aussi, au début de la saison, ils ont voulu réellement s'emparer de la tête. Mais malheureusement, ils ont eu des difficultés en chemin. Aujourd'hui, ils vont vouloir vraiment rattraper le retard et revenir à la tête. Donc, attention à la SK. À la SK, en tout cas, un club prévenu, même s'ils ont passé 4 la dernière fois à Semassi. Mais attention, à domicile, rien n'est garanti pour une victoire. Mais ce serait un match très, très intéressant parce que les deux tacticiens, on les connaît également. Et puis les deux effectifs également, il y a de la qualité. Emmanuel Ataba du côté de la Barracuda. Et puis de l'autre côté, il y a plein de joueurs qui savent marquer. Kofi Agbetongon, Jules Ziamalé ou encore Amekou Didodi. Dimanche, on aura d'autres rencontres. Il y a cet homme-là, M. Théophile Bola, qui était entre-temps à Espoir FC Visio, qui a pris les rênes maintenant de l'AS Bina. L'AS Bina qui se déplace chez Asco. Là aussi, il y a match. Hein? Oui, il y a match. Ce monsieur, on le connaît, il est très bon. C'est un coach respectable. Aujourd'hui, l'AS Bina, c'est un club qui doit réveiller. Parce que c'est un club qui doit... Ils sont en grande difficulté. Hein. Pour l'instant, 0 victoire. Hein. Oui, 0 victoire malgré leurs prestations sur le terrain. Leurs prestations sur le terrain qui ne sont pas encore abouties. Il va falloir réellement qu'ils puissent se réveiller et commencer réellement à gagner des matchs. S'ils veulent se maintenir. Mais aujourd'hui, si le coach expérimenté, Théophile Boula, prend cette équipe, c'est qu'il a des ambitions et des projets. Donc on va essayer de croiser les bras et attendre vivement que ce monsieur puisse s'en sortir convenablement. En face, Charles, c'est l'Asco de Cara, une équipe qui ne met pas 5-10 buts par match. Ça suffit. Cette équipe avance avec conviction ou bien pour vous, il y a toujours des choses à corriger? Non, ben, je pense qu'il y a toujours des choses à corriger. Vous savez, quand vous voyez un peu le jeu d'Asco de Cara, ce n'est pas un jeu qui est si chatoyant que ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a de ces actions-là qu'on ne rate pas. Et quand on y met 1, 2, on préserve la défense pour ne plus encaisser. Et maintenant, face à l'AS Bina, je pense que ce sera un match très intéressant parce que beaucoup ont reconnu, hein, c'est comme CDF Akuno la saison dernière, cette saison, les deux meilleurs clubs qui produisent du jeu, malheureusement, ce sont ces deux clubs-là qui sont en bas du classement. Je veux parler de l'AS OTR et puis de l'AS Bina. L'AS Bina, beaucoup se posent la question réellement, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe? Parce que tout le monde est d'accord que cette équipe, lorsque elle est menée jusqu'au bout, elle arrive à réduire le score, si elle est menée, mais elle n'arrive pas à avoir la victoire. On a vu lors du déplacement de la 6e ou 7e journée à Nehor, c'est une équipe qui, en 10 minutes, a su égaliser, renverser la tendance. Malheureusement, n'a pas pu garder cette avance-là et encaisser le but égalisateur. Donc, je pense que face à Asco, il faudrait être prudent. C'est vrai, Bonfo Arimiao, il est parti. Il est parti parce que lui-même, c'est parce qu'il ne comprend plus rien. Il a fait de tout son mieux. On reconnaît que l'équipe joue bien, mais ça ne marque pas. Il a préféré laisser sa place à quelqu'un d'autre. Théophile Bola, qui connaît bien le championnat togolais, qui est exigeant également avec ses joueurs. Je pense qu'avec cette équipe, c'est bien vrai. La journée précédente, c'était une défaite 0 but contre 1. Maintenant, face à Asco, je pense qu'on va vouloir forcément rectifier le tir. Au moins un match nul face à Asco, si on ne pourra pas gagner cette équipe des Journées Noires de la Cosa. Le duel entre Lambert Amani, coach ivoirien, Bola, coach congolais. Vous comprenez, en tout cas, on attend la qualité sur le terrain entre les deux équipes, Asco et l'AS Bina. L'AS Tambo, en difficulté également dans ce championnat, croise l'AS OTR également qui, depuis, voilà, ça fait du yo-yo, ça gagne aujourd'hui, ça perd demain. On se demande, hein, est-ce que les deux équipes ne se ressemblent pas, Charles? Oui, deux équipes qui se ressemblent. Mais quand vous voyez un peu, je pense que l'AS Tambo, en début de saison, cette équipe-là a su maintenir l'équilibre. C'est-à-dire que
une défaite, une Match victoire, nul, un match nul, quelque chose comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, c'est comme si ça a du mal à prendre. On se demande à quoi va jouer justement cette équipe-là comme rôle Ouais. dans le championnat. Par contre, quand vous voyez la SOTR aujourd'hui, on l'avait dit que un troisième match nul face à Gomido devait être le déclic. Ce n'est pas arrivé. Et on est là. Il a fallu attendre encore pour que cette victoire-là vienne. Maintenant, cette victoire-là, c'était face à quelle équipe? À Sco de Cara. Ah, bien sûr. C'était incroyable. C'était une grande surprise pour tout le monde. Un but qui est arrivé à 3 minutes de la fin du match. C'était la grande surprise de la 9e journée. Oui. Mais je pense que déjà, cette victoire-là doit booster le moral des hommes de Dixon au clos. Parce que c'est vrai, on l'a dit, ASOTR ne méritait pas ça. Parce que c'est une équipe qui a terminé à la 3e place lors de la précédente saison. Mais l'équipe a connu un début difficile en cette saison. Et puis bon, on espère bien que le déclic est venu et que ça doit suivre pour que SOTR sorte de la zone de relégation. Parce que là, juste après, il y a l'AS Tambo. En cas de victoire de l'AS SOTR cette saison, cette fois-ci, c'est l'AS Tambo qui descend dans la zone rouge. Voilà. En compagnie de l'AS Bin. On attend de voir justement ce match. En tout cas, un match indécis entre l'AS Tambo et l'AS SOTR. On attend justement les résultats ce dimanche. David, il y a également un match intéressant qu'on va suivre au stade de la Jeunesse Club d'Agonivé, le Dynamique Togolais qui accueille Semassi de Sokodé. Les deux qui sont montés cette saison. On va voir les promus. Donc, il y en aura un match plaisant. On connaît déjà cet engouement qu'a cette équipe de Dito. Et Semassi, on sait pertinemment le projet et l'ambition qu'ils ont. Et aujourd'hui, ces deux équipes, bon, je dirais, ils se valent. Et sur le terrain, celui qui en aura plus d'envie arrivera. Mais si, à la fin, les deux équipes n'ont pas envie de gagner, je pense qu'ils vont se séparer sur un score vierge et nul. La particularité également de ce match, oui, on sait que Orobodi Arissou, sur quelques matchs, ne marque plus pour en tout cas cette équipe de Semassi. Que dites-vous justement de ce déplacement des Sémons chez le Dynamique Togolais? Non, ben, vous savez, Semassi battu 4-1 par la SCK la précédente journée. Va vouloir venir peut-être dicter sa loi à Dito Delomé. Les deux s'étaient déjà rencontrés. Oui, en coupe de l'indépendance. Semassi s'est imposé, je pense, 2-0. Mais bon, aujourd'hui, je pense que l'équipe de l'équipe militaire aussi commence par avoir un petit peu la confiance. La preuve, la journée précédente, ils ont gagné face à l'Étoile filante de Lomé. 1-0, ça ne marche plus trop pour l'Étoile. Bon, je me dis, les militaires, en bon militaire, ils vont vouloir battre Semassi, parce que là, la saison dernière, en D2, tout le monde sait ce que ça va donner, en bon militaire, et surtout avec le remaniement qu'il y a eu au niveau de l'équipe, de l'effectif, ça va beaucoup tourner. Je pense que l'équipe militaire, ils sont en train de prendre conscience de la situation, parce que Dito à un moment donné frôlait pratiquement également la zone de relégation, et la victoire face à l'Étoile filante devait faire du bien. Maintenant, face à Semassi, je pense qu'on va vouloir enchaîner pour être plus en sécurité. Bon, Semassi aussi avait déjà goûté 2 fois de suite des défaites. Bien sûr. Oui, donc il faut s'attendre à tout, mais ce sera un match très physique côté militaire et puis un peu tactique côté Sémon. Dito Semassi à suivre au stade de la JCR. Vous pouvez faire le déplacement, bien sûr, pour suivre cette confrontation entre Patumbi Liabé et Olufade à Dekami. L'entente 2 accueille Espar FC du Zio. Voilà également deux équipes qui ne se font pas cadeau dans le championnat national. Et puis, on parlera également de ce match entre Bolwesu et Gomido. On a l'impression que là aussi va se passer quelque chose, David. Oui. Pour le moment, on sait que Bolwesu est en train de somnoler un tout petit peu. Avec un jeu duo. Ils sont en train de mélanger le bon et le mauvais. C'est pas ça. On aimerait voir un Bolwesu pimpant comme on l'a toujours connu, mais pour le moment, ils sont en train de tergiverser. On verra sûrement un match plaisant entre ces deux équipes. Et sûrement qu'il y a du fair play, que le ballon puisse rouler convenablement et qu'à la fin,
on verra bien ce que ça va donner. Et Charles, est-ce qu'on pourra avoir, par exemple, un 3-3, un 2-2 entre ces deux formations, Golo-Issou et Gomido de Palimé? Ben, j'ai eu la chance de discuter ce matin avec Jean-Paul Lavalade-Dossé. D'accord. Ben, j'ai vu un entraîneur très relax Ok. qui, en tout cas, la situation de Gomido n'inquiète pas. Et il se dit que, en tout cas de son côté, lui, il est loin de cette pression de la population. D'accord. Et que ce qu'il compte plus pour lui, c'est la sérénité autour de l'équipe. De l'équipe. Ce qu'il y a, Très ben, quand vous l'entendez parler, vous saurez que le monsieur, il est dans un projet qu'il ne veut pas dévoiler. Ah. Oui, dans mes pensées, je me dis qu'il est en train de monter une équipe pour l'année à venir. Mais ce qui fait qu'il ne se met pas la pression. Il se dit que ce sont des jeunes qui sont en train d'apprendre. Donc, on va leur donner le temps de s'exprimer. Ce qui fait que les résultats de Gomido sont en dents de scie. Oui. Ben, pour un voyage à Nero, je pense que l'équipe évolue mieux à l'extérieur qu'à domicile. Ce qu'on peut leur souhaiter, c'est une victoire pour rester, puisque la journée précédente, il y a Entente 2 qui est venu s'imposer à domicile. Donc, pour rééquilibrer un peu au niveau du classement, les points, il faudrait une victoire. Contre Bourg-le-Sou des Lacs. Pourquoi pas? On attend de voir parce que les deux effectifs, en tout cas, ont de la qualité. Mais si on va regarder pour une énième fois, bien sûr, le graphique qui donne, bien sûr, les affiches de cette 10e journée. On rappelle qu'il est déjà en avancée. Cet après-midi, l'ASCK croise l'AC Barracuda pour le choc de haut de tableau. Dimanche, on aura Asco AS Bina, AS Otea qui se déplace. C'est chez l'AS Tambo. Dito accueille Semassi. L'entente au révélateur de FC Espoir du Vizio et puis un face-à-face AS Golo sous Gomido de Palimé. Mercredi, bien sûr, en décalé, on aura Unisport étoile filante parce que oui, le stade de Sokodé est préoccupé par une fête traditionnelle, bien sûr, dans le Grand Tchaoudjo. Voilà pourquoi Unisport jouera plutôt mercredi face à l'étoile filante de Lomé. Le match a été décalé à mardi. Mardi? Oh oui, mardi. Ah, oui, sorry. Oui. Ah, sorry. Le match a été décalé à mardi. Oui. Je pense que c'est sur demande de l'étoile filante parce que ils vont se dire que jouer mardi est plus avantageux que jouer mercredi. Encore enchaîné. Voilà, il va y avoir. Question de récupération. Voilà. Merci beaucoup, puisque Lomé Sokodé, c'est pas la porte à côté. Voilà. Messieurs, on a terminé avec la première division de football. On va enchaîner dans quelques instants. Le temps de prendre, bien sûr, des nouvelles de la CAN au Maroc, juste après le jingle. L'émission Club Sport Santé, vous venez de nous rejoindre. Nous abordons désormais le volet Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. C'est l'édition, la 35e. Messieurs, vous suivez bien sûr ces matchs, en tout cas dès que vous avez le temps, on le sait aussi. Le premier pays à être qualifié pour les demi-finales, il s'agit du Sénégal, de Sadio Mané, qui a pris soin de pouvoir maîtriser le Mali la dernière fois. David, le Sénégal qui est, oui, d'abord sur cette prestation, qu'est-ce que vous pouvez sortir comme interprétation, comme analyse? Moi, je ne dirais pas que le Sénégal a pu maîtriser le Mali, non. Ça a été un match intense et Digui Diarra est le gardien de l'équipe du Mali, oui. Et ses coéquipiers ont su maîtriser plutôt le Sénégal. D'accord. Sauf l'erreur de main du gardien Digui Diarra qui a permis à l'attaquant Iliman Ndiaye de mettre la balle dans les filets. À part ça, on n'a rien vu. Pour vous, le Sénégal a souffert dans ce match? Trop de souffrance pour le Sénégal, on dirait. Chaboué, la même chose? À un moment donné, à la 23e minute, ils ont eu un carton rouge. À 10 contre 11, ils jouaient 0-0 jusqu'à la fin. Ils ont commis une faute, non? Oui, ils ont commis une faute. Sanction d'un carton rouge. Et maintenant, malgré cela, deux cartons jaunes. Et maintenant, malgré cela, vous jouez nul avec ces gens-là. Ils vous tiennent tête jusqu'à la fin. Il va falloir que le Sénégal tue ce match d'être très tôt, mais ils n'ont pas trouvé les moyens. Ils ont été vraiment gênés par cette défense du Mali. Mais pourquoi le Mali n'a pas pu gagner alors il s'est qualifié? Le Mali, selon vous? Le Mali, sincèrement, à 10 contre 11, c'était trop pour cette équipe. Ils l'ont fait face à la Tunisie. Oui, vraiment. Je pense que cette fois-ci, c'est 3 matchs. 3 matchs de suite qu'ils le font. La fatigue. Ils n'ont pas pu
Ils ont essayé quand même. Ils ont voulu réellement venir à bout du Sénégal. Ils ont tenté, ils ont trouvé des occasions. Certes, ils n'ont pas pu concrétiser. Ouais. Malgré cela, le gardien Digui Diarra, qui au début avait commis une faute de main, a été impérial jusqu'à la fin. Ouais. Il nous a sorti un match du bon et du mauvais. Et je dirais même le mauvais joueur côté malien et le bon joueur côté malien. Il cumule les deux lui seul. Mais malheureusement, à la fin, le Sénégal a eu raison. Et félicitations au Sénégal. Félicitations aux Lions du Sénégal. Qualification logique pour vous ou pour vous, il y avait de la place pour le Mali? Il y avait de la place pour le Mali. C'est bien vrai que avant le début de la compétition, on disait que le Sénégal faisait partie des favoris, tout comme la Côte d'Ivoire, le Maroc et puis d'autres nations. Oui. Ce qui me fait un peu mal, c'est que pour la Côte d'Ivoire, pardon, pour le Mali, ça fait 2 CAN de suite où ça s'arrête en quart de finale avec des joueurs. Vous devrez avoir une explication. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que avec Eric Chell, ça n'a pas marché? Ils n'ont pas le mental? Il manque de génie, un attaquant de race? Qu'est-ce qui leur manque? Non, je pense que peut-être c'est côté mentalité qu'il manque quelque chose. Parce que quand vous voyez l'élimination face à la Côte d'Ivoire, il y a de cela 2 ans, c'était un match intense où ils n'ont jamais entendu ce but-là venir de la Côte d'Ivoire. Maintenant, hier, une autre situation où il fallait jouer à 10 contre 11. Et puis, par après, cette erreur du gardien qui a entraîné le but. Oui. On a couru derrière l'égalisation, mais ce n'est pas arrivé. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant, alors qu'on avait des joueurs pour. Je me dis, la question que je me pose aussi, est-ce que c'est l'étoffe du technicien qui... Parce qu'avec Tom Saintfiet, on sait, avec Tom Saintfiet en Afrique pour l'instant, son exploit, c'est toujours avec la Gambie. C'était quand même un très bon parcours. Oui, voilà pourquoi ils l'ont pris. Oui, mais c'était un très bon parcours. Vous reprochez quelque chose à Tom Saintfiet? Non, je me pose la question. Est-ce qu'il ne manquait pas aussi un peu d'étoffe? De son côté. De son côté. D'accord. Puisque vous savez, quand vous avez des joueurs talentueux, il faut être vraiment un entraîneur qui s'impose pour pouvoir maîtriser tous ces joueurs. Peut-être que c'est ça qui a manqué. Sinon, sur le terrain, parce que là, pourquoi je parle d'étoffe? Une équipe sur les 3 dernières rencontres qui arrivait à écoper toujours d'un carton rouge. Oui. Mais en tant qu'entraîneur, il faut parler aux joueurs. Ayez moins d'engagement. Vous pensez qu'il ne l'a pas fait? Non, mais bon, peut-être qu'il l'a fait, mais c'était insuffisant. Puisque ça continue. Ça se répète. Parlons du Sénégal. Qualification logique, finalement, c'est bon? Oui, qualification logique également de ce côté où on a vu des joueurs qui sont passés par U17, U20, U23. J'ai l'impression que vous êtes resté sur un goût d'inachevé là. Ah oui, mais bon. Vous auriez aimé qu'il gagne 3-0? 5-0? Non, mais quand vous voyez le Sénégal aussi, pour l'instant, c'est vrai que le Sénégal, c'est le Sénégal avec son nom. Mais en termes de contenu de jeu, ce n'est pas encore le Sénégal qu'on aimerait voir. Un Sénégal brillant, comme il y a de cela 4 ans. Ce Sénégal est moins brillant que celui de Aliou Cissé? Bien sûr, bien sûr. Mais quand même, le plus important, c'est qu'on continue le chemin vers la coupe. Ah oui. Ils avancent. Ça, c'est Ils sont en 2 matchs. Voilà. Ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Monsieur, le plus important également pour le Maroc, c'était de passer le cap du Cameroun. Les Lions de l'Atlas ont pris justement la mesure des Lions indomptables en s'imposant 2-0. Charles Danesto, votre commentaire là-dessus? Non, mais je pense que avant cette rencontre, il y a eu tellement de polémiques. Que ce soit côté camerounais, avec cette histoire de prime, dont le ministre a parlé. Maintenant, côté marocain, c'était l'arbitrage, c'était un flou cascaïen. Je pense que c'est plutôt le Maroc qui est sorti grandi, parce qu'au-delà de tout ça, l'environnement de la sélection était toujours calme. Exact. Par contre, vous avez vu, le Cameroun a compensé cette compétition avec des joueurs sur qui personne ne misait. Oui, des jeunes joueurs. Des jeunes joueurs. Voilà. Mais le résultat venait au fur et à mesure. Exactement. Et dès que cette histoire de prime est arrivée, c'est fini. Vous pensez que ça a déstabilisé le groupe? Non, ça a déstabilisé le groupe. Ça a déstabilisé. Vous savez, parfois, ce n'est pas forcément aller sur les réseaux sociaux pour lire, mais un proche parent, l'épouse, un camarade de quartier. Un camarade de quartier avec qui le joueur parle et puis il dit que
Et lors du déjeuner ou bien du petit déjeuner, on en parle. Il paraît que ça commence. On a mis quelque chose de côté pour nous. Et voilà, et l'environnement change. Alors que au départ, ce sont des joueurs qui étaient venus concentrés. Mais je pense que même si le Cameroun est éliminé à cette étape de la compétition, le staff est à féliciter. N'est-ce pas? Les joueurs sont à féliciter parce qu'ils sont sortis de nulle part pour vraiment démontrer qu'au Cameroun, il y a de la valeur. Il y a de la valeur. Et moi, j'apprécie vraiment tout ce qui a été fait, surtout le staff technique. C'est pour ça que je veux interpeller un peu nos techniciens locaux. Et pour que parfois, lorsqu'on vous donne cette chance-là, il faut la saisir. Aujourd'hui, David Pagou, il est sorti de nulle part. Rien à dire, mais je pense qu'il est en train de se faire un nom pour l'histoire du Cameroun. Et c'est à féliciter. En tout cas, M. Pagou a fait un très bon travail, très salué par la presse camerounaise et justement par le parcours. Même le discours. Le discours ici également, très important. Et surtout en conférence de presse également, il sort des mots assez justes pour sa sélection. Justement, sur ce match Cameroun-Maroc, un mot là-dessus? Le Cameroun-Maroc a été un match où il n'y avait pas cette intensité que moi j'attendais, parce qu'il y avait trop de fautes sifflées côté Cameroun et que les Marocains avaient cette lassitude-là de s'emparer de tout. Mais c'était un tout petit peu déséquilibré côté arbitrage. Vous n'avez pas... Ça, je le dis. En faveur de... En faveur du Maroc. Et il y a eu tellement de fautes, des cartons qui donnaient de ce côté, mais de l'autre côté, c'est pas ça. Mais au début, il y avait eu cette histoire d'arbitrage où il fallait changer l'arbitre avant le match, des trucs comme ça. Mais non. Bon, c'est le Maroc qui organise la CAN. Il va falloir un tout petit peu essayer de favoriser cette équipe. C'est pas parce que vous organisez qu'on va vous donner la CAN. Vaut mieux la donner alors et on oublie la compétition. Hier, c'était vraiment un peu déplorable de me dire. Vous avez vu le Cameroun jouer en regardant droit dans les yeux du Maroc? Le Cameroun jouait les freins à la main, je ne sais pas pourquoi. Je me pose la question de savoir s'il y a un souci. Si c'était les soucis de prime à payer ou autre, ils pouvaient s'en passer et puis jouer convenablement. Voilà. Mais sur le terrain, on n'a pas retrouvé l'équipe là qui avait commencé la compétition. Et qui avait joué contre l'Afrique du Sud. Oui, vraiment, on n'a pas retrouvé l'équipe là. Un Bémo qui a été nul du début jusqu'à la fin. Il était quasi inexistant. On ne l'a même pas vu. 3-4 joueurs. Malheureusement, il était tout. Non, mais quand on dit nul, ce n'est pas que le joueur est nul. Non, le joueur est nul. Ah, d'accord. La personne hier était nulle. On ne l'a pas reconnu, on ne l'a pas retrouvé sur le terrain du début jusqu'à la fin. On ne l'a même pas du tout vu. Ça fait que le Cameroun a été handicapé un tout petit peu de son côté. Et de l'autre côté, les joueurs qui étaient sur le terrain, il y a certains blessés directement. Est-ce que les cadres ont manqué? Pour terminer avec vous, je dirais que sincèrement, s'il y avait la présence de certains joueurs qui ont le charisme et l'expérience, Aboubakar, par exemple, hier, les trois, si je me permets de les citer, Aboubakar, Onana et puis Zambon Guissa étaient présents, ça devait être un autre match. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Oui, mais non, mais juste pour dire que il y a le public aussi qui a influé. Vous avez vu des Camerounais dans ce public-là? Non, mais ça fait 65 000 places. Ils n'ont pas trouvé de place. 65 000 places acquises pour le Maroc. Mais maintenant, pour les Camerounais qui, en tout cas, qu'on n'a pas vu comme le précédent match, non, il faut accepter que ce sont des jeunes qui... Pour la plupart sont à leur première compétition internationale. Et il faut dire que, quoi qu'on dise, il y avait la pression aussi. N'est-ce pas? Oui. C'est vrai. Par le passé, le Camerounais dominait l'équipe haute. Exactement. Mais c'est une jeune équipe qui n'a pas encore cette maturité-là. C'est pourquoi j'ai apprécié le discours du président de la fédération de la FECAFOOT à la fin, qui a dit « Restez comme vous êtes. Dans 2 ans, nous reviendrons pour prendre la coupe. » Et ils seront un groupe, si tout va bien, en tout cas, on aura à les côtés tout à l'heure dans la rubrique coulisses. Messieurs, les quarts de finale ne sont pas encore terminés. Il y a encore 2 gros matchs aujourd'hui. Il y a par exemple l'Algérie qui croise le Nigeria à partir de... C'est un gros match, ça. C'est un gros match. Mais vous savez que ce soit l'Algérie, que ce soit le Nigeria, tout le monde veut voir ces 2 nations en demi-finale.
mais je vous laisse la main, alors. Ah ben, malheureusement, une doit tomber. Non, sinon, ben, sincèrement, moi, j'ai un côté penchant pour l'équipe nigériane. D'accord. Mais au même moment, j'ai aussi un petit côté penchant pour l'Algérie. Quand je dis côté penchant, c'est en termes de contenu de jeu. C'est-à-dire que vous avez eu l'équipe nigériane, malgré cette victoire, c'est-à-dire que les joueurs n'étaient pas du tout contents. C'est-à-dire, je veux parler de Victor Osimhen Osimhen, et puis Neymar. C'est-à-dire, ils voulaient en faire plus. Exactement. Maintenant, l'équipe algérienne, c'est une équipe qui est en train de revenir sur la scène. Oui. Après les déconvenus. Maintenant, il y a Lucas Zidane dans les buts, qui a sa première avec l'équipe algérienne, qui aussi veut remporter cette Coupe d'Afrique pour faire honneur à son papa, et la famille qui est là pour le soutenir. Il y a le technicien croate qui est également là, qui veut remporter cette coupe-là pour l'Algérie. Donc, vous voyez l'enjeu qui entoure chaque sélection. Maintenant, deux équipes qui s'affrontent. Je pense que ce sera un match qui sera très disputé. Oui. Très, très disputé. Et puis, gare à celle-là qui va faire l'erreur en défense. N'est-ce pas? Ah oui, parce que ce sera un match très fermé. Oui. Et lorsqu'un but va rentrer, ce sera difficile à égaliser. Eh oui, ça serait tellement serré, comme vous le dites, le Nigeria, le Victor Osimhen face à l'Algérie de Riyad Mahrez. Les deux messieurs se connaissent très bien. Vous voyez, en tout cas, de toutes les façons, c'est pas du 50-50. Une équipe va rester, à continuer, une autre va rentrer à la maison. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, il va falloir vraiment que tout le monde se démerde pour pouvoir marquer des buts. On doit marquer. Aujourd'hui, on doit marquer un but ou bien aller au tir au but. Oui. C'est ça. Et aujourd'hui, je pense bien que la dernière fois, on a déjà vu un Nigeria très, très ambitieux qui en veut plus que ce qu'ils ont déjà. On a vu jusqu'à Osimhen est parti bousculer un tout petit peu son coéquipier d'attaque pour lui dire, lui, il en veut encore plus. Donc, c'est des jeux qui montrent déjà qu'il y a une détermination, une abnégation du côté du Nigeria. Et cette année, je pense que c'est l'année du Nigeria. Je croise les doigts, j'attends. Et je vois bien une équipe de Nigeria remporter cette CAN, si possible. Puisque l'année dernière, la saison dernière, qu'est-ce que je raconte? L'édition dernière, merci, elle était finaliste face à la Côte d'Ivoire. Mais aussi, cette équipe du Nigeria nous a habitués à des situations cocasses avec des affaires de primes. Ils sont encore sortis cette semaine. Incroyable. On espère, j'espère pour vous, David, que ça ne va pas les déranger. Sincèrement. Ah oui. On l'espère tous. Il y a également notre gros match. L'Égypte face à la Côte d'Ivoire, là aussi. Ah oui, David, on pourrait dire Mohamed Salah qui n'a toujours pas gagné de CAN. Il est en mission. Je pense qu'il ne pourra pas cette fois-ci parce qu'aujourd'hui, ça sera un match plus que cocasse que ce qu'il a déjà vécu. Parce que c'est face à l'équipe, à la Côte d'Ivoire, une équipe qui maîtrise déjà les rois de la CAN. Et ils ont même le trophée dans leur poche toujours. Donc, la Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, pense être toujours détenteur du trophée et va tout faire pour garder ce trophée. Alors, malheureusement, ils vont croiser une équipe d'Égypte qui, avec les marmouches qui ne sont pas à jour, qui ne sont pas au niveau. Aujourd'hui, une équipe égyptienne qui est un peu timorée, une équipe égyptienne qui ne montre pas ce qu'on voit dans le temps. Et face à cette équipe de la Côte d'Ivoire où les Diallo, Amad Diallo qui sont très Diomandé, Inao et tout. Des joueurs, surtout le Diomandé qui est sorti de nulle part, qui est arrivé cette saison et qui a commencé par faire de très bons jeux dans son club et est arrivé à la CAN et puis il a commencé par épater tout le monde. Voilà, avec ces joueurs-là, je pense que l'Égypte aura des problèmes. Mais vivement qu'il soit un bon match dans le fair play. En vous entendre, oui, pour vous, la Côte d'Ivoire est favorite. Ah oui, on le sait tous. Sans commentaire. Sans commentaire. Justement, ce match-là entre Mo Salah et la Côte d'Ivoire des mers faillées, oui, une sera toujours en place et une autre va rentrer à la maison. Oui, ça c'est vrai. C'est un gros match, mais je mets un peu au défi mon ami David. Vous savez, quand vous voyez l'équipe égyptienne durant les CAN qu'elle a eu à remporter, c'est une équipe qui n'est pas joueuse. Pas du tout flamboyante. L'Égypte, c'est une équipe moribonde que vous voyez qui gagne 1-0, 2-0, et puis ils sont en finale. Ils sont en finale et ils remportent quasiment. Moi je crains un peu fort pour cette équipe ivoirienne qui, à quel niveau? Dans sa tête, comme il a si bien dit David, c'est une équipe qui se dit, nous avons la CAN, nous sommes venus
pour confirmer, c'est-à-dire que aller jouer encore une seconde finale et remporter encore cette CAN. Mais maintenant, seulement que ce n'est plus en Côte d'Ivoire, on est en terre étrangère. Et maintenant, c'est vrai, Mohamed Salah, dans sa tête, ça joue. Mohamed Salah, tout ce que tu as fait, tu n'as pas pu remporter la CAN. Là, ça joue. Et quand vous voyez l'Égypte, maintenant, même en huitième, face au Bénin, vous avez vu, l'Égypte a fait semblant de souffrir. Mais c'est comme ça que cette équipe-là, les Pharaons, évolue. Et face à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est vrai, la Côte d'Ivoire va compter sur ses stars, ses jeunes pépites pour faire la différence. Mais attention, l'Égypte, c'est l'expérience. Quand vous voyez l'équipe égyptienne, c'est une équipe qui est âgée. Et là, ça joue seulement que de l'expérience. Vous pouvez courir, distribuer les ballons comme vous voulez, mais la seule occasion qui va arriver, lorsqu'ils vont mettre, eux aussi ils vont vous attendre. À moins que la Côte d'Ivoire prenne l'avance 2-0, et là, on va voir que l'équipe égyptienne va souffrir. Mais si l'équipe égyptienne marque premièrement, sachez que c'est fini, que cette équipe-là va se qualifier pour les demi. En tout cas, c'est un gros match. Hein. On rappelle, messieurs, que les deux derniers quarts de finale, on aura Algérie-Nigeria à partir de 16h, temps universel, bien sûr. Et puis le match Égypte-Côte d'Ivoire, c'est à partir de 19h. Oui, 1 heure de plus, bien sûr, pour ceux qui résident au Maroc. On saura, bien sûr, le carré d'as pour savoir exactement qui rencontrera qui, justement pour les demi-finales qui arrivent très, très vite. Messieurs, on continue de parler de la CAN cette fois-ci. Oui, sûrement, vous aimez également cette rubrique. On va aller voir un peu dans les coulisses par rapport à ce qui se passe et ce que nous avons réservé pour voir tout à l'heure. Dans les coulisses, on s'intéresse à la FECAFOOT avec, bien sûr, Charles a déjà un peu vendu la mèche. On parle bien sûr de ce discours de Samuel Eto'o à la fin du match. Il était dans le vestiaire des Camerounais, de son Cameroun, et il a sorti des mots assez forts, assez positifs, assez constructifs pour le futur de la sélection. On va aller du côté de la régie pour écouter. On revient tout de suite. Oui, les gars. En vous voyant triste, j'ai les larmes aux yeux, mais je vais faire l'effort de ne pas pleurer, les gars. Je voudrais vous dire d'être fiers de vous-même, de ce que vous avez fait pendant cette compétition. Il faut être fier. Surtout, les gars, vous allez sortir tout à l'heure, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On reste dignes comme des Camerounais, ne faisons pas des déclarations fracassantes. Non, on reste dignes comme les Camerounais, les garçons. Bravo à vous. Je souhaite que vous restiez les copains que vous êtes. Notre première force, c'est vous, c'est votre groupe. Je souhaite vraiment que vous restiez ce groupe qu'on a vu, qui nous a fait rêver. Moi, personnellement, je vous dis grand merci. Ah oui, le patron de la Fédération camerounaise de football a parlé. Charles, vous l'avez écouté, hein, je vous vois sourire. Hein. Non, mais vous savez, au niveau de la FECAFOOT, je pense que Samuel Eto'o est passé par des situations tumultueuses où il fallait être un homme pour affronter, ne serait-ce que l'État. Oui. Il a affronté l'État, mais de façon diplomatique. Maintenant, on lui a confié les Lions indomptables du Cameroun et je pense qu'à ce niveau, c'est vrai, au niveau de l'État, on parlait de demi-finale. Oui. Mais je pense que quand on tombe aux portes des demi, oui. Ce n'est pas mal. C'est une compétition après tout. Oui, moi, c'est son discours qui m'a beaucoup plu. Un discours motivateur, un discours qui vont plus aider les joueurs à se surpasser prochainement. Parce que vous vous êtes arrêté en quart de finale. Il ne critique pas les résultats. Il ne critique pas, mais il les félicite parce qu'ils ont fait un très bon parcours. Exactement. Donc, je pense que ce sont des pareils discours qu'il faut parfois aussi pour les joueurs, pour les motiver à mieux faire. Et il sait également, Samuel Eto'o, qu'il était attendu par la population camerounaise, par ses détracteurs, parce qu'à un moment donné, on a sorti les cadres et il a fait confiance aux jeunes également. Et là, en tout cas, on sent un président, oui, assez calme, mais en même temps protecteur de son groupe. Vraiment, c'est un Samuel Eto'o qu'on a reconnu, pas comme on le connaissait. Aujourd'hui, il est carrément dans un autre costume, où il est calme, il est tranquille, il interdit même certaines pratiques, il demande de ne pas faire des sorties inappropriées. Et il est là, il a été clair. On a vu un Samuel Eto'o, s'il
garder cette allure, je pense qu'il serait un leader que tout le monde va suivre. Absolument. Même les détracteurs vont commencer par l'admirer On voit également à l'allure. Christian Passogog, hein, Le capitaine voilà, de la sélection. On voit un Samuel Eto'o qui aujourd'hui a été irréprochable. Oui. Et je pense bien que ces détracteurs vont commencer par l'aimer à partir du discours qu'il a donné. Et c'est ce que nous voulons tous. Quand vous perdez, perdez dans la dignité. Et soyez fiers de ce que vous avez fait. Ah oui. Ne cherchez pas à trouver des arguments de gauche à droite disant que c'est ci qui a fait ci. Non, c'est sur le terrain. Vous avez été battu sur le terrain. Ouais. Rentrez chez vous et revenez plus fort que ce que vous avez produit. Ah oui, ce que vous dites est assez clair et assez impactant. Bien sûr, on rappelle que cette équipe du Cameroun est tombée face au pays hôte, le Maroc. Oui, même s'ils ont pris 2 buts sans en marquer, oui, on a quand même suivi une sélection assez jeune et qui a de l'avenir, comme il dit si bien. Samuel Eto'o fils. Messieurs, on est arrivé tout doucement, en tout cas à la fin de ce mag pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, mon cher David. Merci encore une fois. Merci Angelo. Oui, vous gardez la qualification pour la Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, l'Égypte. J'aimerais voir une finale Nigeria-Côte d'Ivoire. Nigeria-Côte d'Ivoire encore? Oui. Ah, pourquoi pas? C'est des deux équipes que j'apprécie beaucoup. N'est-ce pas? Et ils produisent du bon jeu. Mon cher Charles, merci encore une fois d'être passé nous voir aujourd'hui. Non, mais grand merci aussi à vous pour l'invitation. Ah oui, c'est toujours un plaisir. Merci messieurs pour vos analyses bien aiguisées et bien épicées, bien sûr, pour agrémenter ce mag. On prend le temps de remercier tous nos téléspectateurs et bien sûr internautes, sans oublier l'équipe technique, Patrick, Sylvain, Apollinaire, sans oublier également un clin d'œil à Fernand. Merci à toutes et à tous. On se retrouve lundi à partir de 12h30, bien sûr, pour parler sport sur notre chaîne SOS Docteur TV. D'ici là, restez toujours en très très bonne santé. À très bientôt. Bye bye.